Avez-vous déjà vu ce film? My name's Hedwig. How old are you? 9? I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas important. Mais si oui, avez-vous pensé qu'une telle personne puisse exister? Qu'il est possible que quelqu'un puisse avoir plusieurs personnalités? Peut-être que vous aviez pensé qu'il ne s'agissait que de la fantaisie ou de l'imaginaire. Je vous comprends s'il vous paraît invraisemblable, mais cela existe. Ce film et le film Vert, qui ont les deux été réalisés par le même auteur, Monsieur M. Night Shyamalan, traitent sur une maladie mentale connue sous le nom du trouble dissociatif de l'identité. Il y a quelques années, celle-ci se nommait le trouble de personnalité multiple. Selon les films, le personnage qui a des personnalités multiples a reçu le nom de Split à cause de son étrange condition. Maintenant, oublions le film et allons découvrir qu'est-ce que le trouble dissociatif de l'identité. J'étais curieuse et je voulais voir s'il y avait d'autres personnes dans mon entourage qui étaient conscients ou avaient déjà entendu parler de cette maladie mentale. Donc, j'ai décidé de faire passer une courte entrevue à certains de mes amis et leur poser des questions sur le sujet. Je vous présente Natacha. Je suis Natacha, élève de 5e secondaire. Nour et Patricia. Je m'appelle Patricia Chéru, puis je suis une élève en secondaire 5. Évidemment, la première question que je leur ai posée était s'ils connaissaient quelque chose sur le sujet ou en avaient déjà entendu parler. Ouais, une fois sur YouTube. En fait, il y avait un YouTuber qui faisait des entrevues avec des gens atteints de cette maladie. Je me rappelle que c'était une personne qui changeait de personnalité à plusieurs reprises. Mes amis ne sont pas loin de la vérité, mais il y a beaucoup plus d'informations derrière ce sujet. Parlons de l'origine ou de ce qui cause cette maladie mentale. Les causes principales seraient un profond traumatisme d'enfance, ce qui pourrait inclure de la souffrance émotionnelle, physique ou même un abus sexuel. Bref, un choc émotionnel tellement fort qui a mené au cerveau d'utiliser un certain mécanisme de défense spécial pour défendre l'enfant, celui-ci étant la création de nouvelles personnalités. Ce que je veux dire, c'est que le trouble dissociatif de l'identité ne peut qu'être développé à l'enfance, là où l'enfant commence à avoir sa propre personnalité, à construire son caractère, à ressentir beaucoup plus d'émotions. Donc, le traumatisme que l'enfant va subir va dérégler tout ce système. Le cerveau va commencer à travailler par soi-même. Ce qu'il va faire, comme j'ai dit, va être de créer plein de personnalités pour l'enfant. On pourrait voir cela comme des protecteurs. Il y aura l'enfant et plein d'autres personnes à ses côtés dans sa tête pour le protéger. Ces personnalités vont être appelées des alters ou des altérations de la personnalité. Ces altérations de la personnalité vivent en harmonie, mais je vais revenir sur cela plus tard. Voici ce que mes amis en pensent. J'aimerais pas être cette personne, tu vois. J'aimerais pas savoir qu'il y a comme une autre personne qui partage mon corps. Comme vous pouvez le voir, cette maladie mentale n'est pas très amusante ou bien. Ce qui est aussi étrange par rapport au cerveau, c'est que les personnes, par exemple, qui ne souffrent pas de cette maladie mentale, après un traumatisme ou un événement violent qui va marquer la personne, le cerveau de cette personne n'aura juste qu'à transférer cette information dans la mémoire et malheureusement, cette personne sera cicatrisée pour le reste de ses jours. Dans le cas d'une personne qui souffre du trouble dissociatif de l'identité, son cerveau va s'adapter à la situation. Comme je vous ai dit, le cerveau va créer plein de personnalités et ces personnalités-là vont contenir toutes les mémoires du traumatisme. Donc, l'enfant originel qui souffre du trouble dissociatif de l'identité avant d'y en souffrir n'aura aucune mémoire de ce qui s'est passé. C'est toutes ces personnalités qui les auront. Pas mal étrange, pas vrai? Eh bien, il y en a beaucoup plus que vous en savez pas. Maintenant, parlons de ce qui est un peu plus intéressant par rapport à ce sujet. Saviez-vous qu'il y avait différents types de personnalités? Eh bien oui, je vais vous en nommer quelques-unes. Premièrement, les personnalités peuvent être des animaux. Ça paraît un peu étrange, mais si l'enfant
s'est fait traiter comme un animal pendant son enfance ou considère simplement que ses amis sont des animaux, une de ses personnalités va en être un. Les altérations de la personnalité peuvent aussi être des bébés. Le problème avec cette altération, c'est qu'il ne parle pas vraiment. Et ces mémoires qu'il va contenir sont souvent des émotions fortes ou des sensations sensorielles. Les personnalités peuvent aussi être des enfants. Ce type d'altération de la personnalité est plus commune dans un système. Le système, c'est l'assemblement de toutes les personnalités ensemble. C'est leur monde. Ces personnalités-là vont agir comme des enfants et vont comprendre des concepts complexes. Ils vont aussi contenir des mémoires plus joyeuses. Par exemple, les mémoires qui viennent avant le traumatisme. Ces altérations de la personnalité peuvent être aussi des morts vivants ou des morts. Ces personnalités vont se cacher du système, donc dans le monde des personnalités, ils vont pas vraiment être présents. Ces altérations de la personnalité ne sont pas très communes, mais elles existent souvent chez les enfants qui ont expériencé une mort imminente ou que quelqu'un dans leur famille est mort. Il existe aussi des personnalités démoniaques. Ce nom est un peu dur et insensible, mais c'est comme ça. Ces personnalités-là ne sont pas nécessairement mauvaises, mais si les personnes autour sont incapables d'agir en sa présence, cette altération pourrait être létale pour l'hôte. L'hôte est le corps de la personne ou le corps de l'enfant qui a subi le traumatisme. Cette altération de la personnalité va être loyale à l'agresseur. L'agresseur est le problème à la base, celui qui a fait subir le traumatisme à l'enfant. Cette personnalité va intimider les autres personnalités, les manipuler et va faire en soi que vivre dans ce système soit l'enfer. Il peut aussi y avoir des personnalités fictives. Par exemple, si l'enfant était fan fini d'une animation japonaise, par exemple Haikyuu, et son personnage préféré était Hinata, peut-être qu'une de ses personnalités va être Hinata. Le rôle de cette personnalité sera souvent d'apporter un support émotionnel à l'enfant. Finalement, il y a les fragments. Ceux-ci sont les personnalités ou des bouts de personnalité qui vont contenir des mémoires ou des émotions précises. Ils ne sont pas très apparents ou ne servent pas vraiment à quelque chose. Par contre, les fragments ne contiennent que certains événements d'une mémoire, pas toute l'histoire. C'est pour ça qu'ils sont appelés des fragments. Si plusieurs fragments viennent ensemble, c'est à ce moment-là qu'il sera possible de voir l'événement ou la mémoire au complet. Voyons voir ce que mes amis ont à dire. En fait, je pensais pas qu'il y allait y avoir des mauvaises personnalités. Je pensais en fait que, genre, le trouble de la personnalité dissociative, je pensais que c'était juste en fait de la personnalité de l'enfant, mais juste comme séparée en morceaux. Comme si ce serait une personne, je penserais que ce serait comme la personnalité qui aime cuisiner, la personnalité qui aime des chats, des trucs comme ça. Ben moi, dans ma tête, quand on va parler de personnages démoniaques, je me demande si ils agissent de cette manière dans le public. Est-ce que ça peut être dangereux pour la société? Est-ce qu'ils vont devenir fous? Non, c'est peut-être pas le cas, mais c'est ça que je me demande. La question de Nour est quand même vraiment pertinente et va un peu avec mon but de faire cette vidéo. Il se demande si la personnalité démoniaque va faire du mal physiquement ou si la personnalité démoniaque prend contrôle du corps, est-ce qu'il va faire du mal? Eh bien, il est possible qu'il puisse y arriver des malentendus, mais normalement, si les personnes autour de la personne qui souffre du trouble d'identité dissociative, rien de mal pourrait arriver. Cette stigmatisation exacte de ce que Nour vient de signaler est un peu celle qui est montrée dans le film Split et Vert. Dans ces deux films, le personnage Split est un peu représenté comme un monstre qui va agir d'une manière étrange et hors de la norme. Maintenant, parlons des différents rôles que ces personnalités ont. Premièrement, je vous ai déjà un peu parlé de celui-ci, mais c'est l'hôte. L'hôte est la personnalité qui va prendre contrôle du corps le plus souvent.
Toutes les altérations peuvent prendre possession du corps, mais il y en a qui décident de jamais le faire. Par exemple, les morts vivants ou les animaux. L'action de prendre possession du corps s'appelle plus communément faire front. Donc, aller en avant de toutes les autres personnalités et prendre le contrôle. Bref, une certaine personnalité va prendre contrôle du corps et va représenter la personne dans le monde réel. Normalement, il y a près de 2 à 5 altérations de la personnalité qui vont fronter fréquemment. Cela complique un peu la vie de la personne qui souffre du TBI, car les personnes qui interagissent avec cette personne-là ne savent pas tout le temps qui a pris possession du corps. De plus, les hôtes sont souvent plus matures. Pour être un peu plus clair, imaginez que vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui souffre de cette maladie mentale. Vous n'allez pas tout le temps savoir avec qui vous êtes en train de parler. Peut-être que vous êtes en train d'avoir une conversation avec Clara ou Sophia ou Martin. Vous ne le saurez pas, sauf si la personne vous le dit elle-même qui elle est. Il y a aussi les protecteurs. Les protecteurs sont des personnalités qui vont protéger le corps, le système interne, l'hôte et le noyau. Le noyau étant l'enfant originel, l'enfant qui a subi le traumatisme. Il y a plusieurs types de protecteurs. Il y a le protecteur physique, verbaux, émotionnel et sexuel. Laissez-moi vous donner un exemple pour le protecteur physique. Si la personne qui souffre de cette maladie mentale est dans une situation où elle doit se combattre avec quelqu'un ou a un malentendu et reçoit un coup, le protecteur physique va prendre contrôle du corps, donc va fronter et va contrôler la situation par soi-même. Donc va se combattre avec la personne ou va réagir d'une manière pour régler le problème. Il y a aussi les gardiens. Les gardiens sont des protecteurs qui vont prendre soin des autres altérations de la personnalité, mais vont surtout faire attention aux personnalités plus faibles, plus jeunes ou plus vulnérables. Un autre rôle serait le persécuteur. Le persécuteur est un peu comme un gardien, mais d'une manière différente. Les persécuteurs vont faire du mal au corps, au système interne, au noyau et aux autres personnalités. Ils vont aussi causer des problèmes. Les persécuteurs contiennent de la haine envers eux-mêmes, mais c'est normal parce que c'est les persécuteurs qui vont contenir les mémoires du traumatisme à la base. C'est tellement difficile pour les persécuteurs de contenir cette information et de la garder pour eux-mêmes qu'il est difficile de vivre et souffrent avec cela toute leur vie. La vie d'un persécuteur est triste, car ceux-ci doivent passer à travers tellement d'événements horribles. À cause de cela, leur seule solution est de faire mal au système et de faire mal aux autres personnalités. De plus, ils ne se rendent pas compte de l'abus qu'ils produisent. Un autre rôle qui peut paraître un peu comme le persécuteur est l'introjet. L'introjet est une personnalité qui va ressembler à l'agresseur. Pas tous les systèmes, pas toutes les personnes qui souffrent de cette maladie mentale ont un introjet. Ceux qui l'ont sont très malheureux et ils n'ont pas de chance. L'introjet, son rôle est de brutaliser et terroriser les autres membres du système, donc les autres personnalités. Ils sont très violents, ils manipulent et ils ne cessent jamais. Son but ultime est de rappeler aux autres personnalités que la souffrance ne cessera jamais. Bref, l'introjet est comme l'agresseur du monde réel qui vit dans la personne qui a cette maladie mentale. Laissez-moi vous éclaircir un peu plus. Je viens de vous lancer plein d'informations, mais maintenant, je vais le faire encore plus concret. Quand on pense aux personnalités, aux altérations et leur rôle et leur type, il faut juste penser que c'est un monde intérieur. On oublie la personne qui souffre du trouble mental. On fait juste se concentrer sur leur monde. Pour mieux représenter leur monde, il y a plusieurs créateurs sur YouTube qui souffrent de cette maladie mentale, qui vont utiliser des jeux vidéo comme Sims pour démontrer ou créer leur monde intérieur dans la vie réelle. Par exemple, Dissociated sur YouTube a utilisé la plateforme Sims pour montrer comment était son monde intérieur. Donc quand on parle de toutes ces personnalités, on fait juste imaginer que c'est un petit village avec des personnes qui vivent ensemble, qui ont leurs propres conflits,
ou qui vivent en harmonie. Une dernière chose qu'il faut savoir par rapport à ce sujet, c'est comment les personnalités échangent et font front. Ce qui arrive dans ce changement de personnalité est dans le nom, le trouble dissociatif de l'identité. Le fait de dissocier, ce qui signifie qu'il va y avoir un changement de personnalité. La dissociation va mener une perte de mémoire, un mal de tête, une confusion, vu que c'est un changement de personnalité et les personnalités ne partagent pas les mêmes mémoires. De plus, il y a eu une étude sur les personnes qui ont cette maladie mentale. Il paraît qu'il y a un changement dans leur cerveau. Quand il y a une dissociation et qu'une personnalité va faire front, il y a une réaction dans l'hippocampe, une partie du cerveau. Ça veut dire qu'il y a eu un changement d'activité. Pour plus d'informations, l'hippocampe est une structure du cerveau jouant un rôle fondamental dans l'apprentissage et la mémoire. Celui-ci peut être endommagé par l'Alzheimer. Donc, logiquement, le fait que l'hippocampe soit affecté par la dissociation fait du sens. Voyons voir ce que mes amis ont à dire sur cela. J'essaierai de comprendre puis d'essayer de voir c'est quoi ces personnalités, comme les découvrir un peu toutes pour savoir et peut-être essayer aussi de deviner quand il va réagir, quand une certaine personnalité va venir parce que je sais pas en fait comment ça fonctionne, mais peut-être que certains événements qui vont déclencher certaines personnalités. Donc peut-être que si jamais une des personnalités qui fait pas autant plaisir, par exemple qu'une personnalité vraiment violente, si c'est déclenché par quelque chose, je vais peut-être essayer de pas le provoquer pour pas que ça ressorte. Natacha aussi avait une question. Dans Jojo, il y a comme une personnalité qui est gentille, l'autre est plus edgy et gros et musclé. Donc quand il change de personnalité, il change complètement d'apparence. Quand c'est la personnalité musclée qui sort, ses muscles se développent. Est-ce que c'est la même chose en vraie vie? C'est pas une mauvaise question, mais la vraie vie n'est pas la même chose que dans les animations japonaises. Jojo, il y a beaucoup de surréalisme. Dans la vraie vie, il n'y a qu'un changement de personnalité. C'est tout. Je veux aussi rajouter que chaque personnalité est son entité. Comme je vous avais dit, c'est comme un petit village. Peut-être que Sarah a les yeux bruns avec les cheveux blonds et adore manger les spaghettis. Contrairement à Marc qui a les yeux bleus et est blond, puis déteste les marches. Moi, en gros, j'aimerais peut-être avoir les solutions si jamais ça m'arrive un jour de rencontrer une personne comme ça qui veut soit peut-être devenir mon ami ou quelque chose d'autre, juste pour savoir comment l'aider. Normalement, les personnes qui souffrent de cette maladie mentale ne vont pas vraiment se montrer ou vont juste simplement s'isoler. Bien évidemment, il y a par exemple les créateurs sur YouTube qui vont parler de leurs conditions. Pour les aider, il n'y a pas vraiment de traitement, mais c'est toujours une bonne idée d'essayer de les comprendre, de les supporter et d'avoir beaucoup de patience avec eux. Moi, j'ai trouvé vraiment intéressant de savoir qu'il y a plusieurs types de personnes avec ça, comme tu as dit, les protecteurs. Parce que moi, avant, je pensais que c'était juste comme dans le film, tu avais juste plusieurs personnalités, puis c'est tout, puis c'était la même chose pour chaque personne qui souffre de ça. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant de savoir, puis d'apprendre qu'il y a plusieurs types, parce que des fois, ça pourrait expliquer aussi certaines choses chez les personnes qui souffrent de cette maladie. J'ai trouvé quand même intéressant ce que Patricia a dit. Disons que les personnalités dépendent du traumatisme, ce qui est vrai. Maintenant, une brève conclusion de mes amis. Mon opinion. Là, je suis beaucoup plus éclairé sur le sujet. Je suis content d'avoir appris beaucoup parce que au début, je dois t'avouer que je trouvais ça mystérieux puis je trouvais que ça pouvait peut-être faire peur. Mais là, je comprends que faut se calmer. Hein, c'est rien de trop grave. Même si, premièrement, on peut penser que c'est grave. Pour avoir de l'empathie pour ceux qui l'ont. Pour pas comme les juger trop vite. Je trouve que même s'il n'y en a pas beaucoup qui souffrent de cette maladie, moi je trouve que c'est quand même important que les gens ils savent. Puis aussi, comme on a mentionné le film Split, t'as dit que ça montrait plutôt un aspect négatif. Donc en informant les gens sur le fait que c'est truqué, puis c'est un peu biaisé, je trouve que ça éduque un peu les gens, puis ils sont capables de plus comprendre. Puis si jamais ces personnes qui sont atteintes de ces troubles-là veulent devenir comme ton ami ou quelque chose,
toi, en étant informé, tu n'auras pas trop de stéréotypes par rapport à ça, même en voir des films ou quelque chose comme ça, puis tu ne vas pas nécessairement voir ça comme un truc négatif. En conclusion, j'espère que vous avez appris quelque chose et que ce sujet a été intéressant. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais juger les gens et il faut s'informer.